plus t'es exposé à un truc, plus ça devient ta réalité en réalité. Ouais, Et c'est du vrai. coup, revenir en fait au vrai monde, il y a une sorte de dissonance cognitive et t'arrives pas à faire la part des choses. J'aimerais bien faire une petite comparaison entre Bordeaux et Toronto, la France et le Canada. Il y a un énorme delta, ne serait-ce que parce que l'intégralité des fonctionnalités, elles sont testées d'abord sur le marché américain, nord-américain au global. Donc moi, j'y ai accès quand je suis à Ok. Toronto. Ah oui, non, mais ouais, c'est comme Sora 2, non? Il est disponible Ouais, que en Amérique du Nord, exactement, ouais. Ou exactement. enfin, du moins, pas dispo en France, quoi. Exactement, et c'est comme ça que j'ai eu accès à Sora avant tout le monde, c'est comme ça que j'ai eu accès à la fonctionnalité d'agent sur ChatGPT avant tout le monde en France, je veux dire. Hein. Et c'est vrai que ça me donne un edge, en Eh fait. bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast de Fit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Jade Caillot. Jade, comment ça va? Ça va très très bien, je suis ravie d'être à Bordeaux, de retour à Bordeaux. Bah ouais, je suis content de t'avoir. Toi, t'es sur Toronto, maintenant t'es un peu sur Bordeaux. T'es Ouais, là combien de temps? je repars dans 1 semaine et demie, là, je suis restée à peu près entre 3 semaines et un mois, j'essaie à chaque fois de revenir régulièrement, et donc c'était important, on avait dit que je te mettais dans mon agenda, donc je t'ai mis dans Yes, mon agenda. carrément, bah merci beaucoup. Jade, est-ce que tu peux te décrire un peu pour ceux qui te connaissent pas? Yes, Quelques phrases. yes. Du coup, je m'appelle Jade Caillot. Je suis à l'origine originaire dans le cœur de Bordeaux. Je suis née en Normandie. J'ai passé une grosse partie de ma vie à Bordeaux. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et j'habite maintenant à Toronto depuis à peu près 2 ans. Je suis dans l'entrepreneuriat depuis environ 8 ans, dans tout ce qui va être marketing digital, communication. Maintenant de l'IA, mais je crois qu'on va en parler dans quelques minutes. On va en parler, on va en parler. Et truc amusant à propos de moi, c'est que je suis pilote aussi. J'ai appris à piloter des avions, chose que peu de gens savent. Donc Mais du je coup, savais voilà, pas, tu vois. absolument. C'est pour ça que j'essaie de garder un peu de mystère. Comme ça. Ok. Et j'ai publié un bouquin de recherche en histoire, parce que je me suis toujours un peu intéressée à ce qui fait qu'une histoire nous parvient à travers le temps, en fait. Et c'est aussi ce qui rattache ça au marketing et au reste, c'est se dire à quel moment un truc qui date d'aussi longtemps, bah, en fait, nous arrive avec une histoire, avec une structure, autant des marques que des gens, que des anecdotes. Et du coup, c'est ça qui m'intéresse aussi dans ce métier. Ok, super intéressant. Bah, il y a plein de choses que je savais pas, donc Tu vois? on va peut-être faire 2 heures au lieu d'1 heure le podcast. Mince. En plus, je suis très Euh, synthétique. T'es parti à Toronto il y a 2 ans, je crois. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi t'es parti de la jolie ville de De Bordeaux Bordeaux. pour Toronto? Alors, la réponse, elle remonte à loin. C'est que j'avais déjà passé pas mal de temps aux États-Unis quand j'étais adolescente. J'ai une partie de ma famille de cœur qui y est. Et c'est vrai que j'avais connu les États-Unis et l'Amérique du Nord à travers les séries télé, comme probablement tous les adolescents de notre génération et même avant. Et je voulais vraiment me faire ma propre opinion sur ce qu'il en était. C'est-à-dire, au-delà du fantasme, au-delà de ce qu'on imagine que c'est, en fait, l'Amérique du Nord, quel est le vrai vécu qu'il y a derrière. Et du coup, on dit qu'ils sont toujours en avance, on entend que c'est tellement une terre d'entrepreneuriat, c'est une terre, en fait, pour les gens qui veulent créer des choses. Je me suis un peu reconnue dans cette description aussi. Mais vraiment, c'était... ouais, j'ai envie de vivre ça. C'était une époque où j'avais pas encore d'enfants, pas d'emprunt, pas de voiture. Donc littéralement, on a pu vendre tout ce qu'il y avait dans l'appart et nous dire on part à l'aventure. Et c'était vraiment très très important pour moi de me faire ma propre idée et d'amalgamer tout ça avec le reste de ce que j'ai fait dans ma vie et de ce que j'ai appris, quoi. Du coup, t'as dit que t'étais déjà allé en Amérique du Nord avant, c'est ça? Ouais. C'était où, quelle ville Du coup, je suis atterrée à Denver. J'ai fait surtout Ok. certains parcs naturels. Donc en fait, j'ai fait Denver, le Montana, l'Ohio, le Wyoming. Et du coup, j'ai pas fait les États-Unis des très grandes villes. J'ai Ouais, fait les d'accord. Ouais. États-Unis en fait des gens qui y habitent et qui sont pas forcément à New York, à LA. Et je sais que ça, je le ferai à terme. Je l'ai toujours pas fait, mais New York n'est pas très loin de Toronto, donc il va falloir que je m'y mette. Et du coup, ouais, j'avais appris l'anglais. Du coup, j'avais un accent à couper au couteau américain à l'époque. Il paraît que maintenant, je sonne un peu plus canadien. Donc, ma famille américaine me le fait remarquer. C'est assez amusant. Et même si, fun fact, j'ai un paratrooper allemand pendant les dernières commémorations du 6 juin qui m'a dit que je sonnais allemande quand je parlais anglais et j'ai pas compris. Ça, je C'était sais pas assez si c'est un intéressant. compliment, ça. Ben, je me suis surtout sur les commémorations, c'était amusant quoi, donc j'ai eu le moment. Mais du coup, ouais, en fait, j'ai toujours été attirée par cette culture et c'est vrai que j'ai un profil je suis quelqu'un de très enthousiaste, de très expansif. Voilà, j'avais envie de voir aussi ce que ça donnait quand on était dans un pays qui est reconnu pour ça. Et juste, je reviens là-dessus, c'est quoi? C'est pour des expériences pro? C'était à l'école? Tu sais, quand t'es allé. Alors, j'y suis allée pour un échange tout bête, c'est-à-dire j'y suis D'accord. restée 2 mois et c'était immersion totale, donc j'avais pas le droit de parler anglais, j'avais pas le droit de parler français, j'avais D'accord. pas le droit d'appeler qui que ce soit pour parler français. Et d'ailleurs, ce qui m'a vraiment aidée à
à apprendre, c'est qu'on m'avait dit, il faut que tu fasses un journal intime en anglais. Et que Ok. du coup, en gros, tous les jours, t'écris ta journée, mais personne ne le corrige, en fait. C'est-à-dire, c'est toi qui l'écris. Et de façon assez impressionnante, c'est là que tu découvres la qualité du cerveau humain. En gros, à la fin, j'étais capable d'écrire sans faute en anglais, parce qu'à force de l'avoir entendu et parlé tous les jours, et ben, le fait de l'avoir écrit, ça m'a développé l'intégralité de la chaîne de valeur en même temps. Et puis tu commences à penser en anglais, non, j'imagine. Ouais. Il paraît que le gros shift, c'est quand tu te mets à rêver en anglais. Ouais. En gros, quand tu te mets à rêver Ok. dans une... Et je l'ai remarqué en italien également, parce que j'ai habité à Rome, du coup, pendant 1 an. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu te mets à rêver en italien, même avec des petits morceaux, tu sais que tu as commencé à vraiment assimiler la langue. Non, je suis d'accord. Moi, j'étais parti à Londres quand j'avais 20 ans. Et c'est vrai que je commençais à donc, penser en anglais, sans doute rêver en anglais. Et c'est vraiment là où j'étais bilingue, quoi. Mais en Genre, plus, je tu savais. as des origines de là-bas, donc... Ouais, ouais, moi, côté maternel est anglais. Ouais. Donc après, j'y suis allé, j'y vais tous les ans, pour le coup. Ok, bah, du coup, toi, tu as commencé avec l'analytique, Google Ouais, Analytics, SEO. Après, tu es parti vers une activité de growth hacking, marketing. ouais, C'est là que je t'ai rencontré à l'incubateur La Fabrique, du coup, ouais. où tu m'as coaché au début de Fit. J'avais beaucoup aimé le premier coaching où je t'avais dit, ouais, on a les preuves de concept, on a ça, et tu m'as dit, non, non, tu m'avais remis à ma case, quoi, direct. Ça m'avait régalé. Oui, c'est vrai. Mais du coup, là, tu te diriges plus vers de l'IA, etc. Tu Ouais. peux nous expliquer un peu la logique, enfin La pourquoi logique, t'es... les shifts, ouais. Ouais, En fait, la réalité, c'est que j'ai pas du tout été formée de façon académique. C'est-à-dire, en fait, j'ai pas fait une école qui m'a formée. J'ai mis un peu le d'accord. premier doigt dans l'engrenage en me disant, en faisant une formation en ligne toute bête, pour comprendre enfin, pour découvrir ce que j'avais besoin de savoir que je ne savais pas. En gros, qu'est-ce que je ne sais pas? Et à partir de là, j'ai vraiment grandi en organique. C'est-à-dire que je me posais une question, je cherchais la réponse. Je me posais une question, je cherchais la réponse. Et du coup, ce qui fait que mon parcours, je l'ai fait vraiment. J'utilisais, quand j'ai donné la conférence la semaine dernière Ouais, au au campement. campement, j'ai expliqué qu'en fait, c'est suivre le mouvement du web aussi. C'est-à-dire, c'est un peu comme pêcher à la ligne et tu attends de sentir la vibration en fait dans la ligne qui te dit finalement dans quelle direction aller. En fait, c'est un peu ce que j'ai fait avec mon profil aussi. Je suis partie sur de l'analytics parce que je voyais qu'il y avait un très gros manque à gagner sur des entreprises françaises, notamment rattachées à tout ce qui était tourisme et culture, qui n'allaient pas forcément aller utiliser la data pour lire qu'il y avait déjà des portes ouvertes et que ça allait pas coûter des millions d'investir dedans parce qu'en fait, il y avait déjà des choses que la donnée disait. Il suffisait juste en fait de pousser la porte. Elle était ouverte. Et donc c'est comme ça que j'ai créé ça. Du coup, le SEO est venu assez naturellement parce que c'est un très gros levier, notamment sur ces segments du tourisme. Donc j'ai creusé parce que je voyais que c'était une porte souvent ouverte. Et du coup, j'ai voulu apporter encore plus d'expertise. Ensuite, j'ai pas aimé rester enfermée sur un plan en fait, qui était juste le SEO. Donc je me suis dit comment on va plus loin, comment on essaie de faire une fusée avec des boîtes d'allumettes. C'est-à-dire on est quand même sur des segments de marché où il n'y a pas forcément beaucoup à investir sur la question du marketing. Et du coup, c'était comment est-ce que je fais pour maximiser leurs chances d'avoir un maximum de retour sur investissement avec un minimum d'investissement de départ. Et c'est pour ça que le gros hacking est entré en jeu. Pas parce que, j'ai une certification de gros hacking, etc. Très intéressant, mais en fait, c'était surtout parce que je voulais sortir de cette case et me dire, bah en fait, comment ça se passe quand je sors de la boîte et que je considère qu'il n'y a pas de boîte et que je pars juste du principe de comment je maximise, comment je fais en sorte que cette boîte-là, avec sa personnalité, avec ses objectifs et ses équipes propres, eh ben on puisse faire une solution qui est 100% taillée sur mesure pour elle et qui ne suit pas en fait des codes, qui va juste dans de la créativité stratégique pure en fait. Mais c'est intéressant parce que je parlais du coup avec Céline, directrice du campement, et on disait que toi, en tant que coach, tu étais très impliqué, mais tes conseils étaient très adaptés à la boîte. Ouais. Enfin, il y a d'autres coachs où ils vont donner un peu les mêmes conseils. Bah, après, ça dépend qu'est-ce qu'ils coachent. Mais c'est vrai que toi, tu vas vraiment donner des conseils différents en fonction du marché ou de l'état d'avancement de la boîte. Ouais. Et je trouve ça vraiment cool pour les boîtes que tu coaches. Bah alors la vraie réponse, c'est qu'en fait, je suis incapable de faire autrement. Ah ouais, ok. C'est que, en fait, je pense que les solutions cookie cutter, donc les solutions vraiment avec des templates, ou finalement, on va finir par tirer un peu sur les mêmes leviers. Ça veut dire fondamentalement, même si tu sors de la boîte, tu vas tirer sur les mêmes leviers. Mais tu conseilleras pas à quelqu'un qui est terrifié d'une caméra de lui dire mais non, mais sur ton segment à toi, il faut absolument faire de la short form en fait. Ouais, ok. Tu D'accord. tireras pas sur un business où tu sens que la personne elle est ultra tendue. Lui dire il faut que tu sois présent partout. Je sais que toi je peux te le dire parce qu'on prendra le taureau par les cornes et on se dira comment on met ça en place. Et on aura un plan d'action derrière. Mais du coup en fait c'est aussi vachement rattaché surtout sur des early stage à la personnalité de la personne qui le crée en fait. Parce que tu le crées avec une idée
Et déjà, il faut être ultra fidèle à cette vision, à cette idée, à cette envie qu'a généré en fait le business. Mais derrière, du coup, il faut adapter pour pas que ça soit une sorte de truc titanesque et gigantesque et qui fait peur. Parce que souvent, en fait, quand tu écoutes des coachs, c'est il faut être présent partout, on va en parler après, mais en plus, il Ouais. faut d'autant plus aujourd'hui être Mais présent moi, un maximum d'endroits. j'ai eu d'autres coachs en marketing et c'est souvent la même chose, quoi. C'est bah, fais du contenu sur LinkedIn, fais du SEO, enfin, tu vois, mais il n'y a vraiment pas de truc concret, je trouve. Ouais. Et puis c'est là où, en fait, pour moi, c'est la différence entre une tactique et une stratégie. Tu Ok, vois, tout ce qu'ils te disent là, c'est une tactique. La tactique, c'est oui, il faut faire du contenu sur LinkedIn, il faut faire plus de contenu en SEO, il faut faire plus de contenu X, Y, Z. Ça, pour moi, c'est des tactiques, pardon. ok, La stratégie, en fait, c'est dézoomer et te dire, toi, tu es là, qui es-tu? À qui tu veux parler? Et qu'est-ce que tu es prêt à faire? Étape 1, étape 2, étape 3, en fait. Et après, bien sûr que tu vas tirer sur ces fameux leviers dont je parlais, qui sont des tactiques. Mais la stratégie, elle est en amont. Et c'est pour ça que tout ce que je fais, c'est individualisé. C'est parce que aucun d'entre vous n'a besoin de la même stratégie. ok, ouais, non, mais c'est vrai, ouais, c'est totalement vrai. Et juste pour revenir avec l'expression que tu disais avec la ligne, la pêche, etc. Oui, tout à fait. Ça, en fait, tu veux dire que la demande a drivé enfin, le fait que tu as fait beaucoup d'analytiques SEO, puis après plus marketing, growth hacking, et maintenant l'IA, du coup, c'est Ouais. ça que tu veux dire? Alors, je pense qu'en fait, il y a plusieurs choses. Moi, mon objectif, quand j'ai commencé ma boîte, c'était de me dire, je trouve ça trop bête qu'il y ait des choses qui se perdent. Tu sais que par manque de, justement, je te parlais d'histoire, par manque de communication, de méthode, et parfois c'est juste un tout petit shift qu'il faut insérer, ben, tu as des grandes histoires, tu as des grandes Ouais, marques, ok. t'as des grands projets qui peuvent disparaître dans le néant. Et ça, je trouve ça tellement triste. Et du coup, c'est pour ça que quand je parle de la main sur la ligne, c'est pas tant qu'est-ce qui va me rapporter le plus, Ok. mais c'est quels vont être les leviers qui, là, demain, aujourd'hui et demain, vont le plus permettre à des entreprises d'être mises en lumière et de pouvoir grandir et finalement laisser une empreinte. Et du coup, c'est comme ça que j'ai suivi ces shifts-là. Et c'est pour ça que je parle d'organique. C'est parce qu'en fait, justement, c'est de l'organique dans le sens où quelles sont les meilleures stratégies qu'on va pouvoir mettre en place. Parce que les tactiques, tu as des nouveaux leviers qui sortent régulièrement, mais stratégiquement parlant, en fait, j'ai suivi le mouvement aussi du web, de là où ça allait, pour toujours fournir une solution qui soit la plus près de ce qui sera le plus rentable, en fait. Ok, super clair. Donc du coup, tu es parti à Toronto, on l'a dit. Par rapport, j'aimerais bien faire une petite comparaison entre Bordeaux et Toronto, ou la France et le Canada. Donc toi, tu avais déjà monté ta boîte à Bordeaux. Tu Ouais, l'avais montée à Bordeaux. ouais. Maintenant, tu es à Toronto. Et puis c'est intéressant parce que tu es dans l'écosystème de Toronto. Des fois, tu reviens à Bordeaux. Qu'est-ce que tu penses de nous? Est-ce qu'on est des hommes de Cro-Magnon par rapport à eux? C'est quoi les grosses différences? Qu'est-ce que tu vois? Alors, on n'a pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses, je dirais. Dans le sens où, certes, je suis à cheval entre les deux, et pour le coup, c'est vraiment quelque chose que je veux maintenir, parce que je trouve que ça ne fait qu'enrichir l'expérience des deux côtés, en fait, quand j'apporte ça. Mais en fait, il y a une peur qui est présente en France, qui est beaucoup plus présente en France qu'elle n'est présente au Canada. Même si, en arrivant au Canada, je m'attendais à beaucoup moins d'aversion au risque. Mais c'est des marchés à l'heure actuelle qui sont relativement petits face aux États-Unis. Et du coup, il y a toujours une forme de protectionnisme un petit peu, qui fait que l'État protège beaucoup. Donc en fait, il y a aussi une lourdeur administrative qu'on n'aurait pas, par exemple, aux États-Unis. Donc c'est en ça que le Canada, c'est vraiment un point un peu entre les deux. Ouais, ok. Et pour le coup, que moi, je m'intéresse vraiment aux États-Unis aussi, sur notamment toutes ces scènes d'innovation. Parce que, en effet, c'est là où je me rends compte qu'il y a un énorme delta, ne serait-ce que parce que l'intégralité des fonctionnalités, elles sont testées d'abord sur le marché américain, nord-américain ou global. Donc moi, j'y ai accès quand je suis à Ok. Toronto. Ah oui, non, mais ouais, c'est comme Sora 2, non? Il est disponible que là, Ouais, que en Amérique du Nord, exactement, ouais. Ou exactement. enfin, du moins, pas dispo en France, quoi. Exactement, et c'est comme ça que j'ai eu accès à Sora avant tout le monde, c'est comme ça que j'ai eu accès à la fonctionnalité d'agent sur ChatGPT avant tout le monde en France, je veux dire, hein. Et c'est vrai que ça me donne un edge, en fait, ça me donne véritablement aussi ce côté où je peux prévenir des clients, à leur dire ça arrive dans quelques mois, donc on va déjà préparer aujourd'hui ce qu'on va mettre en place demain quand ça sera là, parce que du coup, ça leur donne une longueur d'avance que des entreprises françaises peut-être elles auraient ouï dire que ça allait arriver, mais ils n'auraient pas eu l'opportunité de le tester à l'image de voilà, ce que moi je peux faire à Toronto. Et ça me donne aussi un truc que je trouve vraiment, vraiment essentiel, c'est que ça me permet d'avoir des interlocuteurs qui sont déjà bien en avance en fait sur ces questions-là. Et du coup, d'avoir cette réflexion stratégique de l'IA appliquée au marketing, à la stratégie, à ce que ça va changer, que on n'a pas encore en France en fait. Ok. Ouais, et du coup, Et en fait, ces innovations, tu penses, ça vient quoi? Ça vient que c'est un pays plus
on va dire, axé entrepreneuriat que la France? C'est quoi? Il y a peut-être plus de levée de fonds, il y a plus, non, je sais pas, il y a plus Alors, d'innovation. je pense que peut-être qu'il y a plus d'argent, Ouais, déjà, parce que qui moi, circule. j'avais entendu ça, qu'en fait, aux US, il y a tellement d'argent que même la personne avec une petite idée qui, pour la tester, pour avoir des fonds pour la tester rapidement, il peut, quoi. Alors, ouais, moi, ce que j'ai trouvé ouf, c'est que quand je suis arrivée à Toronto, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de networking. Ah Je ouais? me disais, il Ok. faut que je sois ces fameuses lignes. En fait, il fallait que je sente le marché, il fallait que je comprenne les gens, Ok. il fallait que je vois comment ils faisaient. Et à chaque fois que j'allais à un événement de networking, tu avais 70% des personnes qui étaient là, c'était des VC. Ah En ouais, fait, ok. c'était des gens qui étaient là pour trouver des pépites dans lesquelles investir. Et je sais que j'ai eu une discussion super drôle. À un événement de networking, j'ai rencontré un investisseur de Corée du Sud qui m'expliquait que lui, typiquement, il cherchait dans l'IA ou la santé. Et que du coup, il a pris mon numéro, il me fait, mais moi, tu m'envoies qui tu veux. Il dit, moi, je veux les rencontrer. Là, j'ai un truc, en gros, j'ai plein de thunes à dépenser. Et du Sérieux? coup, en gros, tous les gens que tu rencontres, tu me l'envoies. Et il m'a même dit, hein, parce qu'il me disait, mais toi, tu fais quoi? Je lui dis, bah, moi, j'ai un business et tout. Il me dit, t'es rentable? Je lui dis, oui, oui, je suis rentable. Il fait, attends, mais c'est ouf, t'as un business, t'es T'as un rentable. Mais business qui est et là, il me rentable. dit, mais tu veux pas de la thune. Ah Et je l'ai ouais. regardé et c'était le choc ultime. Parce qu'en France, t'as Mais jamais en France, personne qui mais te oui. dira, ah, c'est cool, t'es rentable, tu veux de la thune. C'était vraiment Mais là. carrément, C'était surréaliste, quoi. j'étais un after work enfin non, Bordeaux Invest Day de maillage, Oui. bref, un truc d'entrepreneur enfin une asso d'entrepreneurs sur Bordeaux. Et en fait, je croisais un VC, donc déjà c'était un peu rare, bon après on est à Bordeaux, on n'est pas à Paris, mais le mec, du coup, je lui dis, ouais, combien de projets dans ton fonds, enfin, vous investissez dans combien de projets à l'année? Le mec me dit 10. C'est tout. Non mais tu vois, genre très peu quoi. Bah ouais. Et genre je lui dis, tu reçois combien de pitch deck par semaine? Il me dit 15 quoi. Ouais. Donc tu vois, Ça, c'est pas... genre, Alors, je pense que genre ça c'est... dépend vraiment des offices parce que tu vois, typiquement, moi, je connais des gens qui sont chez Blast Ouais, bien sûr, et ok. eux, ils reçoivent vraiment, vraiment beaucoup de Ah demandes. bah ouais, Mais en fait, je pense que j'imagine. ça dépend. En France, à mon avis, c'est vachement plus hétérogène, en fait. Ok. C'est-à-dire qu'à mon avis, t'en as quelques-uns qui reçoivent énormément et t'as des tout petits, genre des family office, ce genre de choses, qui vont investir moins sur des boîtes qui génèrent moins. Il y a vraiment une culture de l'hypercroissance là-bas. C'est-à-dire qu'en France, on est encore en train d'essayer... Alors, certes, on a des licornes qui ont totalement maîtrisé ça et qui sont passés par des techniques nord-américaines, du coup, mais on est encore en train d'essayer de comprendre ce concept du gros, en fait, tel qu'il a été conçu. Tu vois, le principe de la lean startup. Tu lis le Ouais, bien sûr. bouquin, il y a la moitié des business qui ont pas cette étape-là. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand tu as dit que je t'ai remis à ta place, en fait, c'est que je te dis, ouais, va tester le marché. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça veut dire que C'est c'est vrai. cool, quoi. Et ça, pour le coup, l'IA, ça donne un tel avantage aux entreprises qui le comprennent de te dire, en fait, tu peux tester des trucs 6000 fois plus vite C'est vrai que tu peux tester beaucoup de et choses. pour quasiment pas d'argent. Ouais. À l'époque où il fallait que tu planifies ton MVP d'application mobile ou truc 15 plombes avant, quoi. Puis même, je trouve qu'il y a des trucs où t'as pas besoin de faire appel à beaucoup de prestataires. Enfin, tu peux faire des trucs rapides. Tu vois, par exemple, je sais pas, un mec avant, tu lances une landing page, tu veux lancer ton produit, bref, tu mets de l'ads dessus sur une LP pour voir s'il y a de l'attraction et tout. Tu vois, sans doute, tu vas faire appel à quelqu'un dans la rédaction, etc. Et je trouve que maintenant, bon, bah, t'auras toujours un peu besoin de quelqu'un dans la rédaction, enfin, je sais pas. Mais tu vois ce que je veux dire? Genre, là, même quelqu'un qui a 18 ans, 19 ans, il peut faire une LP très rapidement, tu vois, enfin, du moins, construire quelque chose, quoi. Ouais, mais Donc, d'ailleurs, à l'heure actuelle, je crois que tu as des business qui se sont lancés en 48 heures et ouais. qui génèrent des millions à l'heure actuelle. Enfin, j'ai vu passer un Ouais, mais podcast ça justement m'étonne qui en pas, parlait. hein. Donc je pense qu'en fait, c'est juste que la barrière, l'idéation Oui, et voilà, c'est ça. le passage à l'action est vachement plus simple. Ça veut pas dire que tu vas avoir 4 milliards de business qui vont prendre énormément d'ampleur derrière, parce que la réalité, c'est que on sait que l'entrepreneuriat, c'est une course de fond, et même si tu vois, tu as pu générer ton idée, si tu mets pas les moyens Oui, bien derrière pour sûr. aller chercher, c'est très rare un truc qui décolle tout seul et c'est magique, Ouais, quoi. je suis d'accord. Après, c'est vrai que tu peux tester le marché assez Ouais, rapidement, ouais. quoi. Et après, je pense qu'en fait, les gens qui disent oh là là, on va cesser d'avoir besoin de rédacteurs, etc. En fait, je suis pas d'accord. Dans le Ok. sens, peut-être qu'on n'aura plus besoin de personnes qui rédigent from scratch, mais on aura toujours besoin des personnes qui sont capables d'avoir la vision de ce qu'il faut dire et comment il faudra le dire. Non, bien sûr. Tu vois, Mais je dans suis ce d'accord. sens-là, et derrière de le relire. Parce que malgré tout, il y a des études qui montrent que à 90% dans 90% des cas, pardon, les gens qui lisent, qui commencent à lire imaginons un post LinkedIn, et qui commence par un truc où c'est tellement mais classique, cliché, chat GPT ou autre. Hein. Avec les tirés, les Les emojis. tirés, alors à l'époque, au tout début, c'était dans un monde en constante Ah évolution. oui, dans un monde.
ce truc, mais dégueulasse, c'était immonde. Et du coup, en fait, à l'heure actuelle, les gens, littéralement, en fait, ça déconnecte. Et ils scrollent et ils regardent même pas. Mais alors qu'à une époque, même si c'était mal écrit, en soi, tu scrollais pas, tu disqualifiais pas directement Ouais, c'est vrai. le post. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on screen out, quoi. On décide qu'en fait, non, ça, je vais même pas regarder parce que c'est nul. Et en fait, du coup, ça fait un tri énorme. Et moi, je pense que, enfin, ma conviction, c'est vraiment que l'IA, ça va pas tuer des business, ça va niveler, en fait. Dans le sens où ceux qui vont pas comprendre comment l'utiliser de façon stratégique et smart, ils vont disparaître petit à petit comme ça. Et ceux qui vont comprendre suffisamment vite déjà comment l'utiliser pour que ça leur permette de faire pas faire plus pour faire plus, mais faire plus pour Ouais, faire mieux, ok. et ben en fait, ceux-là direct, ils vont monter parce qu'à mon avis, ça va créer un vrai. En fait, il y aura un vrai gap. Le delta, il va être beaucoup plus important parce que ça va maximiser les inégalités, en fait. Enfin, les différences de niveau, on va dire. Mais j'aimais bien, tu m'avais donné un conseil, c'était là avec Hugo, on fait le rédactionnel, Ouais, les blogs, etc. pour le SEO. Et tu avais dit, voilà, mettre une sorte d'anecdote ou quelque chose que moi je connais dans le business ouais, pour que lui s'en serve, mais tu vois, pour que le blog soit différent. Tu vois, ouais, pas de trucs qui soient ouais, rédigés par ChatGPT, etc. Ça, c'était assez intéressant. ouais. En fait, ce qui se fait, c'est que de toute façon, c'est-à-dire les gens qui disent que le SEO en tant que tel est mort, non, en fait, on va réutiliser énormément de choses qui sont aujourd'hui utilisées. Typiquement, par exemple, si vous allez sur si tu vas sur Perplexity, en vrai, tu te rends compte du type de mots-clés qu'ils cherchent. Sauf Ok. qu'ils cherchent à travers le web. Ils cherchent pas sur Google fondamentalement, mais c'est le même principe. Et en fait, du coup, il va récupérer des très longues traînes parce qu'il va aller au plus près de l'information exacte dont il a besoin. Donc le SEO à l'heure actuelle, en gros, c'est de la longue traîne. C'est comment tu vas faire pour avoir vraiment cette longue traîne et te dire aller à l'information la plus essentielle. Donc le SEO va continuer à être utile. En revanche, les gens qui se disent c'est super, je vais juste littéralement écrire 3 trucs à ChatGPT en lui disant tu me fais un article de blog, tu me fais 1500 mots sur tel mot-clé avec un champ sémantique où tu as ça. En fait, la réalité, c'est que du coup, il va tourner avec ce qu'il connaît déjà. Donc, reproduire quelque chose qu'il a vu sur Internet. Donc, C'est tu vas ça. En refaire gros, les il blogs. va amalgamer de façon différente des trucs qu'il a déjà. D'accord. Mais ça veut dire que du coup, ça lui apporte rien de nouveau. Donc, c'est-à-dire qu'il va pas venir creuser chez vous parce qu'il n'a pas besoin de chercher. Parce qu'il l'a déjà dans sa base de données. Donc, fondamentalement, il n'a pas besoin de ton blog pour aller le trouver et le filer en réponse toute prête à quelqu'un qui posera la question. Et c'est pour ça que je t'avais dit, en fait, à mon avis, ce qui va vraiment aussi déterminer la différence entre un blog qui est oublié très vite et un blog Ouais. qui est répété régulièrement, c'est apporter cette anecdote humaine. En fait, le truc qui fait que uniquement quelqu'un qui est dans la vraie vie aura pu l'avoir, que ce soit par ton expérience, par un retour client, par un truc vécu réellement, en fait, un truc expérientiel que l'IA peut pas inventer. Et que du coup, en fait, ça va venir ajouter pour lui une profondeur à ce qu'il va apporter comme info. Et on le sait tous, l'objectif de tous ces business, c'est OpenAI, Anthropic, tous ces business-là, l'objectif, c'est que la personne, elle passe le plus de temps possible parce Ouais. qu'elle est la réponse la plus quali possible. Et vu qu'il ne peut pas inventer l'expérientiel, bah ça, tu vas lui donner. Et du coup, D'accord, en ok. fait, tu le nourris et donc il se dira, c'est une super source. Ok. Par rapport aux Français qui sont un peu peut-être en retard par rapport à d'autres puissances comme l'Amérique du Nord, etc., ce serait quoi ton conseil, toi, pour bah voilà, quelqu'un qui a pas trop adopté, enfin, du coup, un entrepreneur qui a pas trop adopté l'IA, ce serait quoi un peu le conseil pour toi, par où commencer, en fait? Parce que tout le monde sait que tu peux reformuler, corriger des mails, mais tu vois, enfin, s'il y avait quelque chose, par où commencer, quoi? Par quel bout le prendre? Je pense qu'en fait, alors déjà, je vais le mettre juste là. Je n'en peux plus des prompts qui sont vendus en mode oh, un template merveilleux qui va faire tout ça. Je pense qu'en fait, il faut commencer non pas à se dire tiens, je vais acheter des bibliothèques de prompts ou je vais filer mon adresse email avec des lead magnets à n'en plus finir. J'en peux plus de Il y ces en a trucs-là. beaucoup des lead magnets, Ah hein. là 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 là. Et puis Waouh! en fait, ils vendent ça comme des prompts miracles alors que la réalité, c'est que le prompt, c'est pas une valeur qui se périme, mais à l'heure actuelle, on n'est pas dans du prompt engineering. On n'est plus dans du prompt engineering, on est dans du context engineering. Donc ça veut dire en fait comprendre qu'il faut déjà lui donner un maximum d'informations, parce qu'à partir de ce moment-là, on aura une réponse nuancée. Mais pour moi, l'étape d'avant, c'est de se dire, de prendre conscience des questions qu'on peut lui poser. Je pense que ce qui fait que les gens, ils aiment bien les prompts qui sont vendus tout merveilleux, c'est qu'ils se disent, purée, j'aurais jamais pensé à lui demander de faire ça, Ouais, c'est et vrai. maintenant on me l'apporte comme ça. Sauf que la réalité, c'est que t'as pas besoin de filer ton adresse mail et que quelqu'un t'explique que t'as besoin de faire ça comme ça. À partir du moment où tu comprends que il faut lui demander des éléments spécifiques et qu'il faut lui donner un maximum de contexte,
Que tu oublies une virgule, que ta niche, tu la mettes en 12 lignes ou que tu la mettes à la fin, au début, on s'en fout en fait. On n'est plus dans cette étape-là. Ça, c'était peut-être au tout début, en effet, où c'était un peu moins, voilà, c'était un peu moins précis. Là, c'est plus ça qui est important. Et du coup, je pense que vraiment te dire déjà, étape 1, réaliser que tu peux lui demander beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Étape 2, et ça, c'est partout pareil, tester. Aller jouer avec. Une des vérités aujourd'hui dans l'IA, c'est que tout le monde vous dit qu'ils ont compris. La réalité, c'est qu'en fait, on est tous en train d'apprendre sur le tas, sur plein d'éléments, parce que ça bouge tellement vite. C'est-à-dire, tous les 7 mois, on a doublé les capacités. Donc la réalité, c'est que qu'est-ce que font ceux qui vous disent qu'ils sont experts ? Ils ont testé plus. Ouais, c'est vrai, on a un groupe de dev au campement Mulot, je les embrasse d'ailleurs. Ils sont très très IA. Ils testent beaucoup de choses en IA et même eux me disent, alors qu'eux ils sont toute la journée. Mathieu qui était Ouais, ils sont au top. truc. Big up au Mélo d'ailleurs. Ouais. Bref, et du coup, il disait que même eux sont largués, quoi. Même eux sont perdus avec tous les 3 mois, il y a un nouveau truc, quoi. Ouais. Même tous les mois, il y a un nouvel C'est ça. agent IA qui bouleverse un marché, quoi. Et du coup, en fait, c'est un vrai... C'est pas mal ce que tu dis. C'est ça. Et on en parlait... Donc, ceux qui veulent commencer, je dirais le conseil, c'est vraiment ça. C'est de se dire, faut aller tester les outils. Parce qu'en fait, à mon avis, il vous faut quelques outils. Il faut que vous ayez un outil que vous payez. ChatGPT, Claude, peu importe. Vous en prenez en version pro parce que c'est celui que vous allez essorer le plus, que vous allez utiliser tous les jours. Ça va devenir votre truc de référence. Et c'est pas trop cher. Après, ça dépend. Tu as des entrepreneurs qui font des choix où ils ont beaucoup investi dans d'autres trucs et du coup, Mais c'est vrai que c'est marginal. Je crois que c'est du 19 balles par mois, un truc comme ça. Moi, j'ai GPT-4. Je comprends pas. Des fois, ils nous font tester le 5 aussi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai cet abonnement-là. Et oui, c'est 20 € par mois, quoi. Ouais, d'ailleurs, j'ai une anecdote sur le 5 et le 4O qui sera probablement utile. Okay. Mais, on est friand des anecdotes. Yes. Hein. Et du coup, bref, donc étape 1, avoir un outil que tu peux utiliser tous les jours. L'étape 2, c'est de comprendre qu'il y a plein d'autres outils autour que tu vas pouvoir aller utiliser en fonction des éléments. Par exemple, Claude reste toujours très bon pour du rédactionnel. Gemini, maintenant qu'ils ont intégré Nano Banana, est excellent pour de la vidéo. Il y a également Perplexity qui vient de lancer Comet en plus. Qui est en fait littéralement ça intègre, d'ailleurs en ce moment c'est gratuit mais je sais pas si j'ai accès juste parce que c'est pas encore accessible en France, enfin ça pour le coup j'ai pas sûr, enfin point d'incertitude, mais qui est littéralement un navigateur qui intègre l'IA. Perplexity. Ouais, okay. Mais qui a mis en place Comet comme ça se prononce, okay. Et du coup ET à la fin. Et en fait, vraiment essayer d'aller avoir cet outil de base pour un peu vous dire que vous n'avez pas à compter les tokens, vous n'avez pas à compter le nombre de... Voilà, t'as pas à compter le nombre de prompts que tu fais, et tu peux aller un peu gratter pour aller creuser et voir comment ça fonctionne. Et vraiment comprendre que c'est une myriade d'outils et que ça reste quand même des choses très spécifiques. Perplexity, tu le branches à ton navigateur. Non, Perplexity, en fait, à l'origine, c'est un système comme ChatGPT, etc. C'est juste que ils sont reconnus comme meilleurs pour aller chercher des sources spécifiques. Ah, ok, d'accord. Avec des stats, etc. En fait, pour le coup, ils sont meilleurs là-dessus. Et ils créé Comet, qui est en fait littéralement un nouveau navigateur à l'image de Chrome, mais qui intègre à 100% l'IA. Ça veut dire que typiquement, tu vas sur tes mails, tu as connecté tes mails, tu vas sur tes mails, tu lui dis tiens rédige-moi un mail, rédige-moi le brouillon pour répondre à un tel parce qu'il est sur ton écran. Et du coup en fait où tu lui dis tiens j'ai 5 onglets d'ouvert, fais-moi un résumé des 5 trucs pour que je l'intègre. En fait c'est littéralement comme si tu avais ton chat, ton assistant virtuel en fait, c'est vraiment comme ça qu'il le présente. Et ça pour le coup de toute façon on va vers ça. En fait, on va vers un IA qui sera le nouvel OS, c'est-à-dire qui sera l'équivalent de, à terme, Microsoft ou Apple, je pense, véritablement en termes d'interaction. Mais du coup, donc, ils essaient de mettre de l'avance. Et tu as d'ailleurs Google qui est en train d'essayer d'aller vers ça également. On a commencé avec les AI Overview, c'est-à-dire le petit paragraphe, tu sais, qui répond directement à la question, qui sera monétisé à terme. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de chercher des moyens de faire en sorte que les gens payent pour apparaître dedans. Hein. C'est ce que je me disais, moi, le sorte de nouveau business dans le référencement IA, c'est du coup des boîtes qui vont payer pour, un peu comme le Google Ads. Exactement. Tu vois, tu payes une sorte d'enchère pour que tu aies plus de chances d'arriver dans les résultats. Tu vois ce que je veux dire. On va vers du navigateur. En gros, un IA navigateur déjà en étape 1 qui pourra véritablement être un peu cet assistant virtuel. Et derrière, je pense que ça deviendra un OS, Clairement, à mon avis, c'est là-dessus que ça va. C'est ce que j'ai échangé avec le VP de Anthropic, VP produit de Anthropic, qui expliquait justement qu'en fait, c'est là-dessus qu'on va, D'accord, ok. Lui, il dit même, la première étape, c'est qu'on n'aura plus... l'évolution naturelle, c'est qu'on n'aura même plus de front sur les sites, en fait. C'est-à-dire que tu n'auras plus l'interface jolie, parce que c'est pas un humain qui ira dessus. Donc il faudra juste que ça soit connecté à la base de données, au contenu en back.
Donc toi, tu auras accès à un back un peu comme les gens qui ont WordPress, et tu sais, quand tu vas sur cette interface qui est pas la plus belle, mais qui est là où tu mets de l'info. Ouais, bien sûr. Et du coup, mais tu n'auras plus besoin d'une interface où la personne, elle vient. Ah Parce ouais, qu'en d'accord. fait, ils passeront direct par une IA qui leur filera l'intégralité des infos. Mais ça, du coup, il y a tous les métiers des web designers ou je sais pas quoi. Ben, pas Ah non, il forcément y aura parce toujours que... le truc de faire un site web logique pour une IA, en fait. Exactement, parce que tu auras toujours la partie architecture de Ouais, contenu, bien tu sûr. auras toujours la partie aussi architecture de l'information. Ouais, Comment bien tu sûr. structures l'information? Qu'est-ce que tu veux que l'IA, sur quoi il arrive? Ça met une autre sorte d'SEO, quoi. Exactement. Alors, ouais, une autre Enfin, ça sorte de sera SEO, toujours tu auras toujours la la même partie logique, mais... technique, tu auras toujours la partie cohérence, c'est juste que visuellement, ça ressemblera pas exactement à ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. Mm. Et du coup, par rapport à SEO, tout ça, toi qui a bien cette vision enfin, t'es CMO part-time, Ouais. cette vision marketing globale, qu'est-ce que ça change concrètement dans les stratégies marketing? Ouais. Au-delà du SEO, en fait, c'est que avant, les gens, ils arrivaient ils cherchaient, ils partaient d'une idée, je sais pas, ils cherchent des chaussures ou autre, ils vont taper sur Google une requête large du type chaussures Bordeaux, magasin de chaussures Bordeaux. Et là, ils y vont aller sur plein de sites différents pour essayer d'analyser lequel correspondra le mieux à leur demande. Et à terme, du coup, ils arriveront sur un site qui va leur parler, et là, ils vont remplir un formulaire ou acheter directement en ligne. Ok. Maintenant, en fait, la réalité, c'est que donc, sur la version 1, tu contrôles tout le scénario de A à Z parce que tu contrôles ce que la personne elle voit sur un Google. Ensuite, tu contrôles ce que la personne elle voit quand elle arrive sur ton site, la façon dont c'est wordé, les mots que tu utilises, le design que tu utilises, et du coup, tu peux maîtriser la perception qu'ils ont de ta marque. Ok. Ouais. Maintenant, avec l'IA, en fait, c'est pas toi qui maîtrises le scénario de bout en bout. Parce que tu as cette boîte noire d'IA au milieu qui, lui, va donner à manger en fait des infos sur toi que tu maîtrises pas à quelqu'un d'autre. Et du coup, ça déplace le problème. Ça veut dire que ton point de contact final, c'est plus le client, techniquement, c'est une IA et tu ne contrôles pas la façon dont elle va te présenter. Et c'est là où, du coup, il faut maximiser tes chances que le message que l'IA va transmettre, c'est vraiment celui que tu veux qu'il transmette. Ok. Et c'est là où, du coup, je dirais qu'il y a deux éléments phares. Il y a l'aspect cohérence. Il faut que tu sois vraiment ultra carré sur ce que tu dis. Parce qu'à l'heure actuelle, en gros, il faut que ce que tu dis, ça soit pareil partout. C'est-à-dire que tu l'assènes encore et encore et encore. Parce que comme ça, au moins, tu es sûr qu'il n'y aura pas 70 versions et que du coup, ça ne laissera pas une sorte de liberté créative un peu moyennement cool à l'IA pour te présenter. Première chose. Et ça, c'est partout. Et ensuite, je pense qu'on est dans un branding, on va dire, défensif et offensif en même temps. Défensif parce que vu que l'IA, elle peut aller partout chercher de l'info, c'est vraiment Big Brother is watching you, et ben du coup, il faut que tu fasses gaffe à l'intégralité des points où tu es nommé. Encore plus qu'avant. Et en plus, offensif, parce que ça veut dire qu'il faut que tu te positionnes un maximum partout. Et c'est pour ça que je mentionne beaucoup ce que j'appelle le Search Everywhere Optimization. C'est que, en fait, je trouve que c'est vachement plus parlant que tous les autres mots, le Generative Engine Optimization, ou le AIO, AI Optimization, parce qu'en fait, pour moi, c'est la vision stratégique de ce dont on parle. C'est-à-dire, il y a le Everywhere, parce qu'à l'heure actuelle, en fait, vu que l'IA, elle va chercher partout, et la stat montre d'ailleurs qu'elle va... je vous avais montré le graphe, mais en fait, l'IA, elle va sur Reddit, elle va sur YouTube, elle va sur Wikipédia. Exactement. Et du coup, oui, elle va aller lire des vidéos, mais elle va aussi aller voir l'avis qui date d'il y a 7 ans quand tu as commencé ton biz, et que la personne, elle n'était pas contente parce que tu étais en train d'essayer de comprendre comment ça marchait. Et en fait, tout ça, ça va aller le chercher. Et du coup, c'est pour ça que c'est du search everywhere, parce qu'en fait, l'IA va aller chercher l'intégralité de tout ce qui parle de toi si quelqu'un pose la question. Et du coup, il faut que ça soit cohérent, et en plus, il faut que ça soit suffisamment répandu pour maximiser les chances que le message soit reçu, en fait. Mais du coup, ça veut dire, cette notion, ça veut dire que j'ai une chaîne, la chaîne YouTube de Fit, Ouais. je rabâche que Fit, plateforme, agence, dans l'influence responsable, etc. C'est ça que tu veux dire? Ouais, tu fais en sorte déjà que tout ton champ sémantique soit cohérent à travers toutes tes plateformes. Okay. Donc en effet, Fit, c'est une agence d'influence, c'est une agence d'influence qui va bosser avec des micro-influenceurs, avec des influenceurs qui sont vraiment vérifiés. C'est pas du n'importe quoi. On va pas chercher monsieur, madame qui a fait ça 3 minutes. Et il y a véritablement un accompagnement en fait quali et localisé. Ok. Donc ça, en effet, tu vas faire attention à ce que ça soit dans le contenu oral de ta vidéo. Ça veut dire comme ce qu'on vient de oui, faire. carrément, t'as vu, genre c'était sympa. oral vidéo, quoi. Oui, parce que tu vois, ça va voir sur YouTube. Ouais, sur la description. Moi, je voyais que la description, mais du coup, ok. Mais sur la description. Merci également... ce que tu viens de faire, du coup, parce que ça l'a rappelé. Exactement. La petite IA qui passe par là. Exactement, t'inquiète, je suis pas ton coach pour rien.
sur ta description, sur également les liens que tu vas renvoyer, il faut que ça soit pareil. Potentiellement, ça c'est ta prochaine étape, mais ça c'est quelque chose dont on a déjà parlé, te positionner sur les plateformes de podcast, parce que ça ira aussi chercher là-dedans. Et en fait, c'est se multiplier les chances. Et derrière, comme on le disait, pour revenir sur ce qu'on disait, ça peut être ultra overwhelming. Enfin, genre, tu peux te dire, mais c'est dire qu'il faut que je fasse tout partout, tout le temps, tout de suite. En fait, non. Ça veut juste dire que tu priorises en fonction de... tu priorises tes batailles, hein. C'est comme tout dans l'entrepreneuriat. Et là, par exemple, toi, en fait, ça veut dire que il faut que tu mentionnes fit, il faut que tu parles d'influence de tous les moyens possibles parce que ça va t'ancrer dans ce champ sémantique, dans cette légitimité que l'IA va vraiment chercher, ouais. Et je pense à l'exemple, tu vois, aujourd'hui, enfin, c'est pas nouveau, mais les CEO veulent beaucoup faire du contenu, tu vois, c'est eux qui veulent devenir des influenceurs, limite. Idem pour ça, faut contrôler le message qu'on dit sur toi, par exemple, je sais pas, avec ce que tu dis, je vais passer sur BFM TV, je fais bien attention à ce qu'ils vont dire de moi sur leur site web, ou tu vois, par exemple, une presse, tu vois, parce que tu sais, t'as pas trop le contrôle là-dessus, Oui. donc là-dessus, il faut faire attention à ce que les gens Alors, disent. attention, il y a attention et attention. Certes, on est sur du Big Brother level, oui, Ouais. c'est Big Brother. En même temps, fondamentalement, tu vas pas te pointer sur BFM TV pour parler cuisine. Ouais, bien Donc sûr. c'est relativement peu probable qu'ils attachent ton nom au fait que tu es cuisinier de l'année et que tu viens d'ouvrir un Sûr, restaurant. Ils parleront forcément d'une façon ou d'une autre de ton domaine d'expertise. Donc ça sera smart. Et de toute façon, après, sur certains magazines, etc., ils te demanderont toujours de relire, la plupart du temps, ou tu peux leur dire cash. Moi, c'est comme ça que je me présente. La cohérence, en fait, la difficulté, c'est qu'elle doit plus être uniquement sur le contenu que tu maîtrises, elle doit être aussi sur celui que tu maîtrises pas. Donc c'est-à-dire que la cohérence de ton discours, elle doit être systématique pour toi. Oralement, écrit, enfin tout. Et c'est là où en fait, on est dans une ère du branding global, parce que, en gros, faut que tu sois en train de brander tout le temps. Mais du coup, libre à toi de le rattacher à aussi qui tu es, ta personnalité, ce que tu fais, ta vision, etc. Donc en gros, c'est une pièce avec deux faces de ce point de vue-là, quoi. Ok, super intéressant. Il y a un sujet que j'aimerais aborder. Toi, du coup, on en a parlé tout à l'heure, tu as testé Sora 2. Donc Sora, c'est IA pour création vidéo, Ouais. image aussi. Ouais, en fait, Ouais. c'est Juste principalement... pour rappeler un peu En ce gros, que c'est c'est. présenté comme un TikTok de vidéos générées à l'IA. Donc en gros, D'accord. tu as l'impression de scroller sur TikTok, mais rien n'a été fait par des... Enfin, c'est pas des vraies images qui arrivent où tu as filmé réellement, c'est que de l'image générée par IA. Et C'est quoi c'est quoi ta vision par rapport à la création de contenu avec Sora 2 avec Sora 2, avec Sora 2, dans en les vrai... prochaines années? Ouais, alors déjà, à l'heure actuelle, quand tu es sur Sora 2 et que tu reviens dans la vraie vie du vrai monde avec des trucs réels, t'as l'impression d'être passé de l'autre côté du miroir. En fait, fondamentalement, quand tu scrolles sur Sora 2 pendant, disons, un week-end, et que tu reviens sur Insta, TikTok ou autre, tu n'arrives plus à déterminer ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas. En fait, tu as vraiment un moment où tu te dis qu'est-ce qui a été généré, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est réel de mon monde réel palpable que je touche et qu'est-ce qui a été généré par Parce l'IA. que c'est bien fait. Parce que, en fait, c'est bien fait, mais surtout, tu es exposé à ça non-stop tout le temps. Donc, en fait, plus tu es exposé à un truc, plus ça devient ta réalité, en réalité. Ouais, Et c'est du vrai. coup, revenir, en fait, au vrai monde, il y a une sorte de dissonance cognitive et tu n'arrives pas à faire la part des choses. Ça, je dirais pas que c'est flippant, je dirais que c'est une expérience vraiment curieuse. C'est vraiment curieux parce qu'on n'a pas trop l'habitude. Pourtant, je joue aux jeux vidéo au demeurant, donc tu vois, j'aurais l'habitude Ok. d'être dans un monde différent, Ouais, ouais. mais en fait, c'est au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer, parce qu'en fait, c'est une expérience de dumb scroll. En fait, c'est un peu comme on se légume le cerveau devant Instagram, etc. Bah là, c'est pareil, quoi. Mais Sora 2, du coup, c'est comme c'est un réseau social où tu peux créer ton contenu, mais du coup, tu peux scroller, c'est ça aussi? Ouais, Je en savais fait, pas, je croyais c'est... que c'était juste moi une IA où tu pouvais créer avec un prompt, tu crées des vidéos. Je Non, ça, pensais que c'est c'était ça. Sora. Sora, avec D'accord. ton prompt, tu crées des vidéos. Sora, et ils avaient déjà d'ailleurs sur leur écran d'accueil, en fait, tu avais toutes les dernières vidéos que les gens avaient bien voulu partager qui étaient présentes. Donc tu avais des trucs vraiment très bizarres d'ailleurs des fois. Ah ouais. Mais au demeurant, là, c'est carrément, imagine un TikTok, mais c'est que avec des vidéos qui ont été créées à l'IA. Donc c'est en fait, je pense qu'ils ont repris un peu cette idée de Sora 1, en gros, avec ce mur d'images, enfin de vidéos qui autoplay. Et en fait, ils l'ont mis en format tel que les gens le consomment aujourd'hui. Parce qu'en fait, on revient à la base de tout, c'est-à-dire qu'en fait, toutes ces plateformes-là, comment elles se font de la thune? Plus les gens y passent du temps dessus, plus les gens ils sont contents de l'utiliser. Quoi de mieux que de reproduire un système où on est déjà en train de perdre du temps toute la journée dessus parce qu'en fait, on a pris l'habitude. Ouais, bien Donc, sûr. ils surfent là-dessus. Qu'est-ce que ça me dit sur la création de contenu? Je pense qu'on est vraiment dans une phase de shift où...
on est dans la révolution industrielle 1.0 en fait. C'est-à-dire qu'en gros, on commence par du too much, qui pollue trop, qui est vraiment extrême en fait, parce qu'on a besoin de ça pour calibrer. Et je pense que, ouais, et du coup, ouais, on va dans les extrêmes et il y en a qui vont bien en abuser et ce sera pas ouf. Parce que oui, mais à côté de ça, t'as genre l'influenceuse 100%, enfin l'actrice, pardon, ils ont créé une actrice 100% IA Ouais. qui, elle, où ils se disent, bah mince, ça va disrupter à fond le cinéma. Non, pas forcément, mais il fallait qu'on aille dans du too much pour calibrer comment on va vraiment pouvoir l'utiliser en fait. Bah, c'est vrai que c'est par exemple, c'est Pinterest. Moi, je suis moins sur Pinterest pour le coup. Mais en fait, c'est vrai qu'on m'avait dit que Pinterest, ils en souffraient parce qu'il y avait tellement de vidéos générées par l'IA par rapport à avant où en fait les gens mettaient, je sais pas moi, leur déco ou des travaux ou tu sais, pas mal des peintures ou des photos quoi. Et en fait, ils en souffraient parce que les gens, ça les saoulait de voir trop d'images parfaites faites par l'IA, trop Ouais, lisses. Et ils avaient une perte de trafic, enfin, des gens qui se connectaient à la ouais. plateforme. Mais parce qu'en fait, je pense que malgré tout, même si on est dans un réseau de divertissement à l'heure actuelle, on n'est quasiment plus dans du réseau social en tant que tel en fait. On est dans du réseau de consommation, de divertissement. Euh, on y va pour chercher quelque chose qui nous fait un peu rêver, mais qui reste du domaine du possible. En fait, c'est ce que tu vois avec la plupart des influenceurs, tu vois, qui vont à Dubaï et autres. En fait, ils te vendent une réalité en te disant, toi aussi, tu peux le faire. Sauf que quand tu es dans la création de contenu 100% bah, artificiel, tout ce qu'on te vendra dedans, malgré tout, tu te diras, bah oui, mais malgré tout, ça a été fait avec de l'artificiel. Et Pinterest, qui est censé justement être un truc qui te met en avant du possible, de la déco que tu pourrais faire chez toi, Ouais, c'est des ça. inspi, d'utiliser comment utiliser le carrelage Leroy Merlin trop cool pour ta salle de bain. En fait, du coup, ça va plus du tout avec le principe du je pine des trucs sur mon board parce qu'en fait, c'est de l'inspiration pour ce que je vais pouvoir faire chez moi. Et je pense qu'en fait, il y a déjà ça. Et après, il y a le fait que, c'est ce que je disais, on va aller dans un extrême où il va y avoir des trucs nuls. Mais il y aura aussi des trucs absolument merveilleux. Et à terme, on va réussir à l'hybrider. Mais c'est pas parce qu'on se dit aujourd'hui qu'il y en a beaucoup et que c'est pas ouf qu'il faut pas tester. Ouais, c'est vrai qu'après, moi, j'ai un peu cette image de quand je le vois, que ce soit du rédactionnel sur LinkedIn ou des vidéos sur TikTok, Insta, je fuis un peu en vrai. Pour être honnête, tu Ouais, vois, je vois que c'est faux. Et Après, des fois, peut-être que j'ai regardé quelque chose, je savais pas que ouais. c'était de l'IA en fait. Donc voilà, mais c'est vrai que ouais, ces posts LinkedIn où on voit que c'est fait par l'IA et tout, ça me donne pas envie de regarder. Ouais. Après, peut-être parce que c'est mal fait, mais Non, mais je pense aussi que. Alors, déjà, il y a une lassitude hein, quand même. On ouais. s'est quand même fait bien assommer avec ça. Et je pense que c'est pas pour rien que tu vois, quand tu regardes la Gen Z par exemple, qui vont vachement plus aller vers des contenus imparfaits. Par définition, faut pas être trop maquillé, faut pas être trop bien coiffé. Si t'es en pige, ça fait l'affaire. Si t'es au fond, enfin, dans ta bagnole, dans les bouchons, c'est cool aussi. Parce qu'en fait, ils veulent du contenu pris sur le vif. Et du coup, c'est ça qui va les attirer plus parce que, bah, justement, tu peux pas faker. Tu peux pas faire Ouais, bien genre sûr. sur ce Ouais. contenu-là. Et c'est vrai que c'est ce qu'on remarque vachement parce que, par exemple, t'as vachement de personnes sur Insta, notamment en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, c'est quand même vachement connu pour ces nanas ou ces mecs, tu sais, qui sont toujours ultra, mais genre tirés à quatre épingles, ils font leur podcast, c'est trop beau, etc. Ouais, bien sûr. Et maintenant, ils commencent à comprendre et tu en vois, enfin, ils ont compris. Et tu vois plein de contenus aussi un peu bancal, où ça tremble, où Ah, ils sont en train de courir, mais machin. totalement. Parce qu'en fait, c'est cet équilibre qu'on trouve. Mais on a aussi besoin du truc très beau. Ouais, je suis d'accord. Donc, je pense que c'est un équilibre à trouver, quoi. Après, moi, je le vois avec les créateurs de contenu avec qui je bosse. C'est vrai que d'un regard extérieur, enfin, en fait, c'est que je vois souvent quand il y a beaucoup des pics d'engagement ou d'audience avec le contenu, c'est souvent quand ils livrent quelque chose d'imparfait, Ouais. tu vois, quelque chose qui... Ouais, en fait, c'est ça, tu vois, un petit défaut, et les gens s'attachent à ça, en fait, j'ai Ouais. l'impression. Mais je Donc, pense, mais mais il y a c'est ce aussi qui le donne du côté... relief Ouais, aussi. ouais, Enfin, bien c'est-à-dire sûr. fondamentalement une histoire où il y a aucun problème. Tu sais, Ouais, quand tu vois ton meilleur pote et que tu lui dis ah salut comment ça va et il dit je vais super bien. ouais, Et toi bah moi aussi. ouais, Bah c'est vite fini. Alors que s'il te dit je vais super bien, en vrai en mai dernier c'était vachement dur. Mais là j'ai pris trop un shift parce que j'ai compris ça, ce qui fait que maintenant je me sens trop bien. Bah en fait tu te souviens exactement de ce qu'il a vécu. Bah en fait c'est pareil pour le marketing etc. C'est-à-dire si tu donnes un truc tout lisse, il y a rien auquel s'agripper. ouais, c'est vrai. Alors que si tu donnes un peu, justement, tu prends les gens par la main en leur disant viens avec moi, je vais te raconter mon histoire. C'est le Ouais, les principe gens du s'attachent conte. à Hein. ça, ouais. Si tu dis, au début, situation initiale, machin. En fait, c'est la même structure, mais à l'échelle du développement d'un business et du fait d'ouvrir la porte. Et par rapport à tous ces,
toutes ces IA, etc., au final, on donne des data, quoi. On Ouais. donne nos données. Il doit y avoir je sais pas combien d'infos sur les boîtes françaises, tu vois, qu'on donne Probablement. aux US. Ouais. Ça serait quoi un peu ta recommandation, ton conseil par rapport à un peu une prévention, tu vois, Ouais. par rapport à ça, data ou autre chose? Ouais. Il y en a deux. Le premier, c'est que les entreprises à l'heure actuelle qui décident qu'il faut jamais, jamais, jamais utiliser l'IA à l'intérieur, en fait, tu es sûr qu'elles vont avoir des leakages. En gros, tu es sûr qu'il y a de la data sensible qui va se retrouver sur le net ou ailleurs, parce que c'est impossible à l'heure actuelle, surtout sur des jeunes profils, de leur dire tu l'utiliseras pas. Parce qu'en fait, c'est tellement entré déjà dans les mœurs, même si c'est un peu, voilà, ça va pas être partout, tout le temps, etc. Mais qu'en gros, si tu leur dis non, tu sais qu'ils vont essayer de prendre des chemins de traverse et du coup, ça va pas être contrôlé. Alors que si tu te dis non, non, voilà là où tu peux l'utiliser. Et que tu crées en fait littéralement un golden path. Genre tu crées Ok. genre une allée en or où tu leur dis c'est le chemin merveilleux où tu peux utiliser l'IA. En revanche là, sur les côtés, on fait gaffe. Mais vu que tu leur as autorisé, que tu leur as expliqué où ils pouvaient, en fait tu donnes un exutoire à leur envie de le faire, fondamentalement. Étape 1. Deuxième truc, c'est vraiment te dire à chaque fois que tous les trucs sensible de ton business, mais vraiment sensible. Ça veut dire l'intégralité de ta grille tarifaire détaillée avec tes marges et tes nanana. Jamais de Données la vie. clients, tu C'est vois. ça. Toutes tes données clients, jamais. Tes données contractuelles. Tu peux lui demander de te dire fais-moi un modèle de contrat. En revanche, tu lui dis pas voilà l'intégralité d'un contrat que j'ai déjà mis avec toutes les infos de mon client, fais-moi un Ah, oui, ok. copier-coller. Non, en fait. Tu récupères peut-être, mais tu caviardes, en fait. Mais ça, c'est niveau RGPD, c'est interdit, tu vois, de donner les infos du client à ChatGPT. Alors, non, à l'heure actuelle, en fait, c'est ce qu'ils appellent le RIA. J'ai assisté à une conférence de la CNIL, il y a 2 semaines. Et tu sens que c'est pas encore tout à fait calé. Alors Ok. si tu parlais tout à l'heure quelle est la différence entre l'Europe et les États-Unis et l'Amérique au global, ils trouvent qu'on est toujours les premiers en ce qui concerne la réglementation, toujours les premiers à réglementer Ah, c'est tout. vrai. Ce qui fait que du coup ils trouvent qu'on est vachement en avance sur certaines réglementations, sur le plastique, enfin des trucs au-delà du digital ou du marketing. Mais du coup le RIA, donc ils ont déjà commencé à en parler. La réalité c'est que moi je commence à bosser avec une nana justement qui fait que ça tout le temps parce que c'est une zone grise. On a très peu d'infos, donc la seule chose qu'on peut utiliser, c'est notre bon sens, et nous dire bah, comment j'utilise mon bon sens pour que ça vienne pas me mordre les oreilles demain, quoi. Donc, mais vraiment, les données clients, les données grilles tarifaires, les données un peu de propriété intellectuelle de ton business, en fait. Et enfin, tout ce qui va être tes codes sources de site. Ok. C'est-à-dire que même quand tu codes ton site avec Cursor, avec Replit, enfin avec d'autres trucs, à partir du moment où si tu veux le faire intervenir sur un site que tu as déjà, par exemple, tu lui interdis certains fichiers. Tu lui interdis tes fichiers de base de données. Tu lui interdis tes fichiers. Voilà, donc il va t'aider à coder sur tout le reste. Mais en fait, malgré tout, tu protèges cette architecture que tu as en interne parce que du coup, sinon, ça veut dire que c'est out there et que du coup, si tu as quelqu'un qui demande tiens, donne-moi la structure du site pour que j'aille me promener dessus sans autorisation, tu l'auras dans l'os, quoi. Ok. Ok, super intéressant. Et bon, on arrive à la fin du podcast. En tout cas, c'était super intéressant par Ouais, rapport c'était. au truc IA et tout, création de contenu. Par rapport à tout ça, dans la nouvelle ère dans laquelle on arrive avec beaucoup d'assistance IA, etc., c'est quoi ton conseil, ça peut être dans cette ère ou pas, mais ton conseil pour quelqu'un qui va se lancer dans l'entrepreneuriat, voilà ton conseil global général. Alors déjà, je pense qu'on a tellement mis en avant que l'entrepreneuriat, c'est la voie royale, qu'il faut absolument faire de l'entrepreneuriat pour réussir sa vie, que si t'as pas créé un truc dans ta vie, en gros, tu vaux rien. Je suis tellement pas d'accord avec ça. L'entrepreneuriat, c'est pas simple. C'est pas un truc qui est fait pour tout le monde. Et en fait, t'as des gens qui vont être absolument mais génialissimes en étant et salariés ou voilà en interne et qui ont un truc à apporter au monde dans cette position et qui peuvent en fait réussir leur vie, même si je trouve cette expression particulièrement galvaudée, mais en fait ailleurs que dans l'entrepreneuriat. Donc déjà pour moi, c'est l'entrepreneuriat, ça va pas être la solution par défaut et ça va pas être la voie royale non plus en fait. Donc ça c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil c'est je vois là aux États-Unis, Canada, en fait, t'as tellement de gens qui se crament parce Ouais, que ok. la vision de l'entrepreneuriat qu'ils ont, c'est il faut que j'aille jusqu'au burn-out, sinon j'aurais rien fait de ma life. Et en fait, si tu restes dans cette performance à outrance, bah en fait non. C'est pas une fatalité, tu restes aux commandes et c'est toi qui maîtrises ça. Et t'as pas besoin d'aller au burn-out pour faire un truc qui vaut la peine. Et c'est toi qui mets le curseur, quoi. C'est vrai qu'ils ont vraiment cette culture du hustle, quoi, d'aller Purée, ouais. très 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 loin, quoi, par rapport en France, tu vois, on fait un peu plus j'ai l'impression aujourd'hui on fait plus attention à la santé Ouais, mentale, etc. ouais. Mais Mais eux, ouais. mais je sais que moi, techniquement, quand je discute avec des entrepreneurs et que
Et donc, ils m'expliquent, ils font, ouais, moi, du coup, j'ai monté une agence, et puis après, je l'ai vendue, et puis après, j'ai fait un burn-out, donc en fait, je me suis arrêtée 5 ans. Et maintenant, je vivote et je fais des trucs parce qu'en fait, ils ont plus envie, quoi. Et ils ont 35 ans, 40 ans, à peine 40 ans. Et à côté de ça, quand ils me posent la question sur moi, je lui dis, bah, en fait, non, moi, mon business, il passe pas avant toute ma vie. Enfin, c'est-à-dire, je le fais pas passer en priorité sur tout. Dire, oui, j'ai un engagement moral vis-à-vis de mes clients, et puis je suis très heureuse de faire partie de ça. Oui, j'ai une éthique de travail qui est vraiment forte, et je suis super exigeante envers moi-même avant toute chose. Mais c'est pas pour ça que je vais me tuer la santé. Et si je sens qu'à un moment, il faut que je fasse une pause, bah ouais, je ferai une pause d'une demi-journée. Et en fait, c'est aussi, voilà, ça fait aussi partie des choses parce que, oui, je bosse les week-ends, mais parce que ça me plaît. Oui, je bosse. Ouais, bien Mais, sûr. mais en fait, c'est se dire, ouais, non, ça a pas à être, ça reste pas, ça vaut pas notre vie, Ouais, entre bien sûr. guillemets. Et bah, c'est une belle phrase pour terminer. Merci Jade Yes, pour le podcast, avec super grand intéressant. plaisir. Et je suis trop contente qu'on ait réussi à se faire ça. C'était Ouais, top. carrément. Super.